d'un sujet intéressant sur lequel finalement sur lequel on a peu bossé par le passé, c'est les SaaS, les logiciels, et finalement l'opportunité professionnelle d'aller vers du logiciel. Je vais vous donner 10 secrets, parce que comme vous savez, la terminologie en secret, c'est bien typiquement quelque chose qu'on ne fait pas dans le monde du logiciel, un peu dans notre monde à nous. Et à partir de là, on pourra j'avais posé les bases de futur business. Ok. Donc, avant de démarrer, 3 éléments de contexte. Contexte numéro 1, qui pour moi est vachement important, c'est la notion de flight to quality. Le flight to quality, littéralement le fait d'aller voler, d'aller se déplacer vers de la qualité, à la base, c'est une expression qui vient du monde financier. En fait, dans le monde de la théorie financière, la notion de flight to quality, c'est grosso modo, quand c'est la merde, les capitaux vont se déplacer d'actifs ou de zones géographiques à problème vers des actifs ou des zones géographiques dits plus sûrs. En fait, historiquement, c'était les bons du trésor américains, nord-américains, états-uniens, pardon, en dollars. Ok, donc en gros, dès que quand il y a eu par exemple la crise d'Asie du Sud-Est, 97-98, les capitaux ont fui l'Asie du Sud-Est, donc les mecs ont vendu tout ce qu'ils pouvaient, ont vendu les devises, ont vendu les actions, ont vendu tout, l'immobilier, ok, tout converti en dollars, on envoie tout aux États-Unis, en bon du trésor américain, on est en mode, ok, ça rapporte pas beaucoup, mais au moins c'est là. Et la notion de flight to quality, c'est donc l'idée d'aller se déplacer massivement vers, je dirais, une zone de sécurité, une zone d'abondance, une zone de protection, une zone où on va pas forcément, je dirais, faire des dingueries, mais au moins, on aura de la croissance et de la stabilité. Et ce que j'observe, c'est que les infopreneurs, quelque part, les plus malins, sont en train de faire ce move-là, ou ont déjà fait ce move-là. Vous prenez Alex Baker a créé Hyros, hyros.com, qui est une technologie d'optimisation publicitaire, qu'il a revendu il y a quelques mois pour 100 millions de dollars. Hyros, à la base, Alex Baker, à la base, c'est un mec qui vend des formations, ok, d'e-commerce, ok. Après, il s'est dit, peut-être que c'est plus intéressant d'aller faire une techno, ok. Et du coup, il a appliqué tout ce qu'il a appris, géré dans l'infoprenariat, il l'a appliqué pour vendre du software. Et après, ce peu de software, il l'a revendu pour 100 millions. Autre exemple, vous prenez, alors, le mec est plus, j'ai pas envie de dire du mal parce que je le connais pas, mais vous prenez Iman Gadzhi, ok, qui pump bien en ce moment. Iman Gadzhi, en gros, Iman Gadzhi, pour ceux qui connaissent pas, c'est un type qui à la base vend une formation pour créer une agence. Et sa nouvelle lubie, c'est de prendre tous les sujets qui ont marché pour Tate et de faire genre, et pareil, quoi. Donc Tate, il dit islam, il dit islam. Tate, il dit boxe. Il fait, du coup, je mets des gants et je essaie de faire de la boxe, quoi. Tate, il dit, je sais pas trop quoi. Et lui, il arrive en courant, ouais, moi aussi. Mais en tout cas, ce que Tate ne fait pas, et ce que lui a fait, c'est d'aller, en fait, transformer son cash flow de formation vers un cash flow, évidemment, de logiciel. Voilà. Et enfin, l'exemple qu'on verra en secret numéro 10, c'est Russell Brunson avec ClickFunnels, qui pour moi est l'étude de cas la plus pertinente, la plus importante dans notre industrie. Donc, le contexte numéro 1, c'est la notion de flight to quality. Le concept numéro 2, c'est évidemment de comprendre la valorisation de ces business. Je vous donne un truc super terre à terre. Vous avez un business d'infoprenariat, ok? Donc, vous allez enseigner, mais mettons, vous prenez juste les RX. Vous prenez les RX tels que c'est aujourd'hui. Imaginons, je sais pas, on optimise ça sort 1 million par an de chiffres. Ok. Si je veux revendre ce business tel qu'il est conçu, la valeur de revente de ce business, c'est quoi? C'est 1 million, on va dire c'est entre 750 000 et 1,5 million, à peu près. Alors ça sort 1 million par an. Oui, mais parce que le business, encore une fois, tel qu'il est conçu aujourd'hui, c'est moi qui enseigne, c'est moi qui fais des lives, c'est moi qui anime, c'est moi qui réponds, c'est moi qui est sur School, et puis aussi vous, entre vous qui faites des trucs, mais fondamentalement, c'est moi qui drive le truc. Si je revends le business et je suis plus là, vous êtes en mode, non, je me casse. C'est sympa les RX, mais je m'en fous un peu des RX, parce que je fais c'est Tougane. Ok, donc si Tougane il est ailleurs, je vais voir Tougane ailleurs, quoi, grosso modo. Donc la valeur de revente d'un business d'éducation, en général, est maigre. Dans RD, on a commencé on va voir davantage des techniques qui font qu'en fait un business d'éducation peut davantage gagner, en indépendance par rapport au minimum viable guru, et donc avoir un potentiel de revente très supérieur. Mais en attendant, si on fait un arrêt sur image sur les RX, voilà, ça vaut ça. Si finalement, voilà. Si maintenant vous prenez, je sais pas, imaginons que Frogtech, pareil, quelques optimisations, plus de croissance, etc., ça sort 1 million par an. Là, en fait, ça vaut entre 3 et 10 millions. Donc, en fait, les business de software ont un potentiel de revente, une valeur de revente, une valorisation qui est très, très, très supérieure, en fait. Et donc, c'est naturel qu'en fait, les gens passent de business de cash flow, où finalement, quand tu arrêtes de t'agiter, le cash flow s'arrête. Voilà, les AX, j'arrête de m'agiter.
enfin, même si j'aime bien m'agiter, il n'y a pas de souci, mais j'arrête d'enseigner, j'arrête d'être présent, j'arrête de créer des choses, j'arrête de donner de la valeur, j'arrête de mettre à jour les contenus, bah, ça va péricliter. Vous créez un logiciel, bah, le logiciel, il continue à utiliser, etc. Vous avez de la rétention dessus et ça a donc plus de valeur. Donc, le contexte numéro 2, c'est donc la notion de valorisation. Et le contexte numéro 3, c'est que finalement, bah, moi, je trouve qu'on est meilleur en marketing que le mec qui font des boîtes de SaaS. C'est un peu j'ai un peu consulté, j'ai pas consulté au sens professionnel du terme, mais j'ai eu par l'occasion de discuter avec pas mal de gens qui ont des belles boîtes de software, notamment, enfin, on va dire start-up parisienne, machin et tout. Et ce sont des billes, mais des billes complètes, quoi. Marketingement, il y a personne. Monétisation, il y a personne. Genre, le mec, t'as combien de leads? Ouais, j'ai genre, je sais pas, 5000 leads de, ils font un SaaS en B2B. Ok, le mec, il a 5000 business en client. Et tu leur envoies des mails. Je dis, bah non, quoi. Enfin, si, quand j'ai des mises à jour produits, mais sinon, c'est-à-dire qu'en fait, t'as 5000 mecs. T'en as peut-être, je sais pas, 20% qui utilisent ton produit. Et tu monétises pas la base mail. Ah non, mais comment je fais? Ok. Ah, c'est toi. Ou alors, tu peux acheter son logiciel, mais c'est vraiment son envie, hein. C'est, closing, preuve sociale, je veux dire, compte à rebours, machin, offre, créer une offre avec du digital, plus de software, il y a personne. Créer un texte de vente, bien, je dirais, identifier les pain points, remuer le couteau dans la plaie, etc., mettre un peu de citron, un peu de sel pour que le mec vraiment il souffre, qu'il achète. Personne. Ah bah non, t'es sûr? Mais c'est pas trop violent. Bah non, le mec il souffre, quoi. Donc tu lui dis qu'il souffre, tu lui dis qu'il y a une solution. Là, ta solution, elle marche, tu lui vends et il est heureux, quoi. Il va te dire merci, le type. Ah, d'accord, ok. Après, sur tout ce qui est, bah voilà, vente, voilà, je l'ai mis à 9 euros, machin, tu fais. Et tu sais que le mec, il peut payer 90, parce qu'on en a rien à foutre, hein. Et pourquoi t'as pas, je dirais, un bump, des upsells, des machins, qu'est-ce que tu peux vendre de plus? Je sais pas, machin, ça, je pense quelque chose de plus. Bah, je sais pas, t'as un logiciel spécialisé dans un sujet, d'accord? Ce sujet, tu le maîtrises comme personne. Bah, tu me dis pas que tu peux faire une putain de masterclass, la vendre 187 balles et mettre un upsell? Ah bah non, tu penses que c'est vrai, on peut faire ça? Ah oui, d'accord, tu vois. Mais, donc, en fait, les mecs sont complètement la ramasse. Et donc, moi, ça me fait dire que on a une opportunité. Donc, sans plus attendre, je vais vous partager 10 secrets, 10 techniques, 10 leviers pour aller vendre du logiciel, pour aller créer et vendre du logiciel. Les secrets les plus importants seront le secret 6, le secret 10. Ok. Secret numéro 1, il s'appelle Ship Light. Ship Light, c'est l'idée que la V1 de ton produit, le début de ton produit, ça va être une seule fonctionnalité. Alors, je sais, t'es un mec intelligent, t'as réfléchi, t'as envie de faire quelque chose, t'es sur ton produit, t'y as réfléchi depuis longtemps pour avoir ça, puis ça, on peut aussi avoir cette fonctionnalité-là, puis si on a ça et qu'en plus on ajoute ça, alors là, c'est trop de la folie, donc si on n'a pas ça, bah, c'est quand même dommage. Ok, non, ta gueule, d'accord? Le produit de base, la version de base du produit, doit être ultra simpliste. Et tu prends un truc ultra simpliste, ultra basique, ultra utile, ultra bandant, ultra pain point, et tu travailles dessus. Je te donne 3 exemples. Tu vois, sur FrogTech. FrogTech, est-ce qu'on a fait un autorépondeur, un espace temps, etc. Non. On dit, OK, nous, va faire un funnel builder, un page builder qui n'est pas de la merde, qui n'est pas moche et qui n'est pas buggé jour et nuit. C'est ça notre proposition de valeur. Est-ce que par la suite, on va faire autre chose? Absolument. Mais on ship light. D'abord, on prend ce truc-là, on dit ça, on le fait bien. Et finalement, les gens qui utilisent FrogTech ne reviennent jamais vers autre chose. Parce que d'ailleurs, ils sont là, mais putain, les trucs, c'est fait avec les pieds. Je m'arrache les cheveux dès que j'utilise le truc. Une seule feature. Sur side.xyz, on a plein de fonctionnalités qui sont en partie développées, qui sont sur l'étagère, voire qui sont développées à 100%, qui sont sur l'étagère. On dit non. On prend une seule fonctionnalité, à savoir le page builder. En fait, nous, on a une techno où vous créez votre lien à mettre en bio. On va automatiquement choper toute la data on-chain, donc sur la blockchain, et toute la data off-chain, en gros, CoinGecko, Pensy, les réseaux sociaux, etc. Et on rassemble tout de manière élégante et ergonomique. Et après, sur cette page-là, on ira rajouter des fonctionnalités de DAO, des fonctionnalités Web3 beaucoup plus avancées. Mais l'idée, c'est qu'on ship ultra light. Donc, on fait un seul truc qu'on fait bien, et on va voir tous les projets Web3 qui avaient des pages Linktree absolument dégueulasses. On dit, mais vous voulez pas un truc qui est joli, où directement, votre audience, elle voit toutes les informations importantes, elle voit les chiffres, les stats, les machins, elle peut directement cliquer, arriver sur OpenSea, Blur ou autre chose, et bien faire des choses qu'elles aiment faire dans Web3 sans avoir à cliquer sur 14 liens, quoi. Et bien, ils font, bah oui, super, etc. Et aujourd'hui, si on prend la somme de tous les followers, de tous les projets
qui utilisent Side, on a 3 millions de followers indirects. Alors, c'est des followers indirects, il y a un peu de bots, et évidemment des gens qui suivent plusieurs projets, donc il y a forcément des doublons et des répétitions. Sauf que ça a été achieved en 2 mois. Et en fait, d'ici la fin de l'année, si on fait bien notre travail, on aura 75% des gens dans la DeFi et dans les NFT qui utiliseront Side. Parce qu'on ship light. Est-ce qu'on voudrait directement mettre le token gated membership, quand on a un espace membre, il faut se connecter avec le wallet, où ça vérifie que vous avez bien le NFT ou le token pour avoir accès? Oui, est-ce qu'on voudrait faire? Bien sûr. Est-ce qu'il est prêt? Quasiment. Est-ce qu'on le lance? Non. On lance pas. Okay. Togan.ai, autre exemple. Est-ce qu'on va faire des textes de vente? Est-ce qu'on va faire des textes d'upsell, des bumps, des machins, etc.? Est-ce qu'on peut le faire? Ouais. Est-ce qu'on veut le faire maintenant? Non. Maintenant, ce qu'on dit, OK, maintenant, on règle le pain point du copywriting / ghostwriting, tout ce qui est emailing, thread et post pour les réseaux sociaux. C'est notre combat. OK? Et on n'arrive pas en mode, ah oui, mais attends, le concurrent, il a plus de features que nous, donc ça n'a pas plus de features que personne. Non, ship light. Et ship light, vous allez me dire, oui, bah c'est bon, je suis pas débile, j'ai compris, ça va. Ouais. Sauf que quand tu travailles sur ton projet, que tu aimes ton projet, que tu brainstormes sur ton projet, que tu compares ton projet aux offres concurrentes, qui par définition, en général, elles existent depuis plus longtemps que toi, donc sont beaucoup plus riches en fonctionnalités, et bah t'arrives pas à ship light. Ship light, ça demande une discipline, ça demande une abnégation, ça demande... Et je n'y arrive pas. Donc, secret numéro 1, ship light. Parce que quand tu ship light, tu ship fast et la vitesse, c'est ce qui te fait gagner dans ce bas monde. Secret numéro 2, c'est capitaliser sur une plateforme existante. Okay. C'est au lieu d'être en mode, vas-y, putain, je me lance dans la jungle, je me lance dans la nature, bah, je fais mon truc et voilà, fuck tout le monde. Dans de nombreux cas, pas toujours, mais dans de nombreux cas, c'est peut-être plus intéressant, surtout si c'est votre première expérience software, de capitaliser, de travailler directement avec une grosse plateforme. Par exemple, c'est potentiellement plus intéressant d'aller faire une application pour Shopify que vous mettez sur le Shopify Store que d'aller créer un logiciel. Si en vous foutant directement sur Shopify Store, vous bénéficiez de leur base client, vous bénéficiez du fait que cette base client a comme une carte qui est enregistrée, une carte qui marche. Vous bénéficiez du fait que si le mec il fait un chargeback, bah, c'est le problème de Shopify et pas le vôtre, et c'est Shopify qui va lui démonter sa mère, ce qui est quand même bien. Vous bénéficiez du fait que il y a des gens qui sont déjà dessus, qui cherchent des applications. Et par contre, vous souffrez du fait qu'il y a de la concurrence. Mais vous avez déjà tout ça qui est mis en place pour vous. Si vous voulez un exemple, j'ai un ami qui a créé une boîte qui s'appelle sublaunch.co. Et sublaunch.co, ça permet en fait d'aller juste créer des communautés des communautés sur Telegram, excusez-moi, Telegram, où en fait, voilà, il faut payer tous les mois. Et eux ont un système où, grosso modo, voilà, le gars, il paye 20 balles par mois pour avoir accès au chat Telegram, et dès qu'il paye plus, bon, il est kické automatiquement, etc. C'est basique, ça n'existait pas vraiment, ou c'était fait de manière très peu élégante et très lourde et pénible. Il l'a fait de manière très élégante et très smooth, ça marche. Et ce qui est malin, c'est que sur Telegram, je crois qu'il y a 700 millions d'utilisateurs, donc, et il y a énormément de business et d'entreprises qui utilisent Telegram, donc, bah voilà, ils capitalisent directement là-dessus. Au lieu de dire, ah, voilà les mecs, j'ai fait une application de chat de groupe. School, c'est en mode, vous prenez school.com. School.com, c'est, OK, on va créer une application en dur, un logiciel en dur pour créer des communautés. Bon, OK, il faut amener les mecs là-dessus. Sublaunch, c'est, écoute, les gens sont déjà sur Telegram, organisons les communautés sur Telegram et réglons la problématique du paiement à l'entrée. Potentiellement plus facile de croître. Bon. OK, donc ça, c'est le secret numéro 2, donc de capitaliser sur les plateformes existantes. Le secret numéro 3, bah, c'est un peu l'inverse. C'est un peu là le warning ou le disclaimer du secret numéro 2, c'est si ton business dépend d'une plateforme, tu peux crever très rapidement. C'est un peu, je dirais, le bénéfice que tu as en croissance en te pluguant sur une plateforme, bah, tu le payes en dépenses sur cette plateforme. Vous prenez tweethunter.io. Tweethunter.io, c'est un super outil que j'utilise, j'aime bien, pour organiser mon Twitter. Sauf que eux, ils passent par l'API, donc par le code de Twitter. Sauf que Twitter, Elon Musk arrive, Elon Musk il fait le grand ménage, il dit, ah non, les mecs, pour utiliser l'API, ça coûte 75 000 balles par mois, et vous êtes limité, vous êtes bridé, etc. Potentiellement, le business est mort. Bon, coup de bol, les mecs l'ont vendu juste avant. Là, franchement, en termes de coût du destin et de karma, ils sont quand même bien, les mecs. Dans la vie précédente, ils ont dû bien cotiser. Mais là, en ce moment, il y a Reddit qui est en train de faire le même coup, et dans toutes les applications, tous les logiciels qui étaient basés sur Reddit, bah, en fait, ils sont morts, quoi. Donc en fait, ouais, quand vous basez sur une plateforme, cette plateforme a un droit de vie ou de mort sur votre business. J'ai envie de vous dire, c'est pas très grave. OK, votre business il crève. C'est pas grave. Vous avez fait du cash flow, vous avez gagné des sous, vous avez avancé,
vous avez bâti de l'expérience, vous avez constitué votre minimum viable guru pendant que vous étiez en train de développer votre logiciel. Votre logiciel, il meurt à cause de Twitter ou à cause de Binance ou à cause de Google, à cause de Facebook. Bah, c'est la faute à Google, c'est la faute à Binance, c'est la faute à je sais pas trop qui, c'est pas de faute à vous. Le truc qui crève, ok, c'est dommage, mais personne vous en tiendra rigueur. Et au contraire, cette base de clients, cette base de fans, cette base de followers qui vous suit, qui vous apprécie, bah, ils vous suivront probablement sur votre prochaine aventure. Donc, c'est pas grave. Ok, une carrière, c'est pas juste une boîte. Une carrière entrepreneuriale, c'est une succession de boîtes, une succession d'opérations, une succession de partenariats. Donc, le secret numéro 3, c'est que si ton business dépend d'une plateforme, eh ben, tu peux crever rapidement. Le secret numéro 4, c'est il faut tout simplifier à mort. C'est quelle que soit l'interface, quel que soit le produit, il faut toujours simplifier. Moins de boutons, moins de features, moins d'interactions, moins de pages, moins de menus, moins de tout. L'exemple qui moi m'avait frappé, ça remonte, c'était il y a 2014 dans ces zones-là, 2013, 2014. C'était Snapchat. Snapchat, ils avaient à l'époque, je ne sais pas si c'est toujours le cas, c'est vrai que j'ai pas utilisé l'outil depuis 2014, quoi. Ils avaient une règle dans leur équipe interne, c'était on ne peut pas rajouter un bouton sans en enlever un. Donc, si tu veux rajouter une page, ou un bouton, ou un élément, ou un morceau de menu, tu fais ce que tu veux. Mais tu peux pas en rajouter. En fait, le nombre de boutons et de pages n'a pas le droit d'augmenter. Ça n'a pas le droit. Donc, si tu veux rajouter quelque chose, il faut simplifier ailleurs, il faut supprimer ailleurs. Et c'est une bonne règle. Parce que sinon, on rajoute des fonctionnalités, on rajoute des boutons, on rajoute des trucs, on rajoute des menus, et ça finit. Et c'est un bordel. Et on n'y comprend rien. Parce que quand vous faites l'outil, vous dites, oh, ok, c'est bon, je comprends. Bah, évidemment, c'est vous qui le faites. Quand vous faites un outil, vous avez ce qu'on appelle un effet Ikea. L'effet Ikea, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est, vous allez passer le week-end à créer une commode ou un lit. Bon, manque de bol, vous l'avez assemblé à l'envers parce que le truc est incompréhensible. Mais, bien que ce soit moche, vous avez la certitude que c'est joli. Pourquoi vous avez la certitude que c'est joli? Vous avez la certitude que c'est joli parce que vous avez passé un temps fou. Et donc, plus vous passez du temps et de l'effort que vous investissez dans un projet, plus vous avez l'impression que le résultat est bien. Ça marche aussi avec les gosses. Voilà, c'était gratuit. Donc, attention à l'effet Ikea. Ce que vous faites est souvent trop compliqué et il faut faire quelque chose qui est beaucoup plus simple. Il faut toujours simplifier. Votre focus permanent, ça va être simplifier. D'ailleurs, c'est même une règle business qui peut s'appliquer à tout. C'est simplifier vos funnels, simplifier vos processus marketing, simplifier vos séquences email, simplifier votre processus onboarding, simplifier. Ok. C'est très simple de complexifier, c'est très complexe de simplifier. Vous avez déjà entendu cette phrase parce que j'aime bien la répéter. Et gardez l'exemple de Snapchat pour ça. Évidemment, les exemples un peu tarte à la crème que tout le monde citerait, ça serait genre Facebook et compagnie. Ok, c'est évident. Excuse-moi. Apple, pas Facebook. Facebook, c'est un putain de bordel, leur truc. Apple. Évidemment que non. Facebook, c'est une horreur, leur truc. Le secret numéro 5, c'est de pas être chiant. Donc, le secret numéro 4, c'était de UX. UX, c'est donc le user experience. La user experience au software, c'est comment ça fonctionne, quelles sont les étapes, quelle est la logique du produit. Le UI, c'est user interface, c'est à quoi ça ressemble, qu'est-ce qu'on ressent quand on l'utilise. Donc, c'est principalement, on va dire, les couleurs, les proportions, etc. Et quand il s'agit des UI, la règle, c'est de ne pas être chiant. Et il y a une vraie opportunité de ne pas être chiant. C'est vous prenez la plupart des outils, en particulier des outils B2B, ils sont chiants, d'accord? Le succès, le triomphe, la croissance incroyable, il faut que je change d'ordinateur, de Slack. Quand Slack s'est lancé, Slack.com, en fait, ils ont eu une croissance de malade, entre autres, pas que, mais entre autres, parce que l'outil est agréable à utiliser. En fait, Slack, ils ont pris tous les codes, finalement, des produits du marketing B2C, donc business to consumer, et ils l'ont appliqué à un produit business to business, B2B. Parce qu'en fait, les gens, ils font cette segmentation. Oui, mais c'est un produit B2B, c'est pas un produit B2C, donc ça va être chiant. Attends. Le B dans B2B, ça reste un humain. Cet humain, quand il sort du travail, il utilise des outils B2C, où c'est agréable, où ça fonctionne, où c'est joli, où il y a une forme de complicité, de douceur. C'est le même humain qui va aller au bureau. Donc, si quand il arrive au bureau, tu mets devant une daube complète, en gris sur gris, absolument immonde de chez Microsoft, pas facile. Et un des succès de Slack, un des trucs qui a vraiment amorcé leur point, qui a fait que dès le jour 1, en fait, la croissance, bam, elle a explosé, même si c'est deux cas qui est plus complexe que ça, et c'est pas juste dû à leur design et à leur complicité, parce que le mec qui a écrit Slack, il avait écrit Flickr avant, d'autres boîtes, etc. L'outil avait été testé en bêta pendant, je crois, 1 an ou 2, avec plein de boîtes, etc. Donc, en fait, ça faisait 2 ans qu'ils travaillaient sur l'outil, et quand ils l'ont lancé en mode, oh, on lance, ça décolle. Non, connard.
En fait, tu l'as lancé il y a 2 ans, tu as itéré, tu as changé de nom au dernier moment, boum, tu as dit, ah, c'est un lancement, et tu étais connu, célèbre et pété de thunes, donc ça a fonctionné. OK. Mais une des clés, quelque part, de la rétention et l'adoption du produit, c'est la complicité. C'est que tu arrives, le logo, il bougeait, tu avais un petit smiley, tu avais un petit message qui te disait bonjour. Ouais, c'est des petits trucs qu'il y avait dans le B2C, mais qui n'y avait pas dans le B2B. Donc, il y a une vraie opportunité business à arriver avec de la complicité, avec des codes B2C dans du B2B. Okay. Ce qui nous amène au secret numéro 6, qui est la question que la plupart d'entre vous vous posez, c'est comment